Juste avant de vous donner la parole, je voulais juste dire que dans ces moments, nous, le Courrier, enfin, notre comité, notre association, nous souhaitons exprimer un peu à ceux qui font les journaux tous les jours, ceux qui les écrivent, ceux qui les rédigent, ceux qui les impriment, ceux qui les distribuent, toute notre solidarité en ces moments assez délicats dans leur vie probablement professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle et familiale. Donc merci à eux. Merci beaucoup. Et merci à vous de votre présence et au Courrier d'organiser une soirée importante et de rappeler la solidarité aussi avec cette profession si décriée qui fait un travail si utile et qui traverse des heures extrêmement difficiles. Quelle solution pour sauver la presse régionale? Vous l'avez dit, la presse est en crise, c'est un euphémisme. Hier encore, le groupe CH Média a supprimé 34 postes. Aujourd'hui, très grosse surprise et restructuration au sein du groupe TX Group. On va en parler tout à l'heure. Alors, le Courrier a voulu vraiment poser les cartes sur table ce soir et réclame des aides directes à la presse qui n'existent pas encore aujourd'hui, qui existent en France, qui existent dans les pays du Nord, en Allemagne, qui existent pour l'audiovisuel. Et la question est encore un peu taboue en Suisse. C'est vraiment de ça dont on veut parler. Le Courrier a voulu vraiment savoir si d'abord cette idée avait une chance politique et surtout si les quotidiens genevois, parce qu'on va parler ce soir de la presse genevoise, qui sont tous très différents, si les quotidiens peuvent se mettre ensemble aussi, avoir un discours commun, porteur de solutions au-delà des clivages et à la hauteur des enjeux. Les invités, alors Madeleine von Holsen, rédactrice en chef du Temps, Frédéric Juillard, ex-rédacteur en chef de la Tribune depuis cet après-midi, et tout nouveau responsable de la rubrique lémanique du Temps. Je disais tout à l'heure un peu à titre de provocation, il faut se dépêcher quand on a un journaliste de le tenir parce qu'on ne sait pas s'il sera là le lendemain, et pareil avec les directions. Philippe Barre, rédacteur en chef du Courrier, et Alberto Ticulin, qui est président d'Impressonvo. Merci à vous pour votre présence. Et puis vous, public, vous aurez la parole tout à l'heure. C'est important, c'est le Courrier qui veut vraiment que ce soit un débat constructif, interactif. L'équipe technique tout à l'heure m'a chargé de vous dire que si vous ne voulez pas être filmé, il faut simplement que vous l'annonciez. Ce débat est filmé effectivement parce qu'il est important. Alors, première question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous. Comment se portent vos publications en toute transparence? On va commencer par vous. Je voulais commencer par Madeleine, puisque c'est la femme de ce débat. Mais je vais commencer par Frédéric Juillard, puisque vous quittez un groupe, TX Group, qui a annoncé 290 postes supprimés fin août, qui finalement, les licenciements seront moindres que prévu. Il y a quand même le centre d'impression de Bussigny qui va fermer. Voilà, j'imagine que l'ambiance doit être assez lourde en rédaction. Est-ce que vous pouvez nous faire un tableau de la situation? Oui, alors tout d'abord je précise que je suis encore rédacteur en chef de la Tribune de Genève jusqu'à la fin de l'année, que c'est à ce titre que je m'exprime ce soir, et même si je me réjouis ensuite en 2025 de rejoindre le Temps. Effectivement, la Tribune de Genève ne va pas très bien. Quand on appartient à un grand groupe, c'est toujours difficile de savoir exactement ce qui doit être comptabilisé dans les revenus de la Tribune de Genève ou d'une filiale, et puis ce qui revient à la centrale. Donc on peut effectivement présenter les chiffres de plusieurs façons. Mais globalement, nous subissons bien sûr la crise que subit toute la presse écrite. Ce plan d'économie massif de Tamedia, donc, qui est le volet payant des médias payants de TX Group, a pour but justement de remettre les titres à l'équilibre, en tout cas les titres romans qui perdent plusieurs millions par an. Et la Tribune, en termes de lecteurs, en termes de pertes financières, est-ce qu'on peut donner des chiffres? Alors en termes de lectorat, on a un effritement du lectorat print qui est régulier, qui est un peu le même que partout. On a une forte proportion, ce qui caractérise la Tribune, notamment au sein de Tamedia, c'est la très forte proportion d'abonnés digitaux.
avec 50% d'abonnés digitaux par rapport sur l'ensemble des abonnés, ce qui est vraiment un chiffre réjouissant, mais qui en termes financiers n'est pas très bon, puisque les abonnements digitaux et la publicité digitale permettent de réaliser moins de marge que les abonnés et que la publicité print, d'où un chiffre d'affaires en baisse. Est-ce que si vous me permettez d'insister un peu sur les chiffres, est-ce que le transfert vers le digital compense la perte de lectorat sur le print ? Elle ne compense pas, le transfert ne compense pas, d'où le problème que nous avons, je pense, toutes et tous autour de cette table. Non, ça ne suffit pas à compenser. Nous devons avoir plus d'abonnés digitaux que nous perdons d'abonnés print, mais nettement plus. Et c'est évidemment tout l'enjeu, tout le travail que nous menons, c'est à la fois de garder autant que possible et aussi longtemps que possible nos fidèles abonnés print, qui sont essentiels, et puis en même temps de développer beaucoup nos abonnements digitaux, mais aussi la publicité digitale, qui est un secteur sur lequel Tamedia n'est pas excellent de son propre aveu. Donc voilà le défi très difficile qui nous attend. Avant de passer au bilan du temps, quand on a appris toutes ces restructurations, une des craintes, c'est la tribune de Genève va disparaître, en tout cas dans son formule print. Bon, vous êtes peut-être pas bien placé pour le dire, mais c'est quand même une crainte qui existe. C'est une crainte qui existe. Alors Tamedia a bien précisé que ce n'était pas du tout, le plan ne consistait pas du tout à fermer la tribune de Genève, mais la situation évolue tellement vite et puis les éditeurs disent beaucoup de choses, donc je ne peux garantir à personne la pérennité à long terme de la tribune de Genève. En tout cas, nous n'avons pas pour l'instant de scénario de fermeture de la tribune de Genève. Voilà. On peut imaginer, on peut craindre un canton de Genève sans médias. Madeleine von Olsen, Le Temps, journal de référence, journal pas uniquement régional, mais supra-régional, sauvé par une fondation, Aventinus. Les chiffres, on les connaît, 2023, 3 millions de déficit, je crois. Si vous allez me confirmer. Et aujourd'hui, quelle est la situation ? Alors, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais en effet, je pense qu'on est vraiment le média ce soir ici qui a de la chance d'avoir été racheté par une fondation. On est très conscient de ça. Et donc, à la question comment va le temps, je dirais le temps va bien. On a la chance d'avoir ce propriétaire-là qui a décidé d'investir, qui a décidé de soutenir une presse de qualité. Et donc, on s'inscrit dans un travail qui s'inscrit dans la durée. C'est la grande chance qu'on a, c'est de pouvoir travailler dans cette durée. Ceci dit, la pression est élevée aussi et on vit tous, je pense, les mêmes phénomènes au niveau structurel, au niveau de l'évolution des revenus, au niveau du transfert vers le digital, avec l'importance capitale des abonnés. Je pense que ça est là, entre les trois, c'est certainement... En termes de chiffres, Madeleine, les abonnés print, est-ce que vous perdez des abonnés print ? Alors, c'est la même tendance. Il y a une baisse plus ou moins contre laquelle on se bat. Hein. On fait tout ce qu'on peut pour maintenir ces abonnés print parce que le papier a beaucoup d'importance. Il a de l'importance aussi pour les annonceurs. Il a de l'importance pour le statut, pour la crédibilité du journal. Il a de l'importance aussi pour certains lecteurs qui aiment beaucoup le print. Et donc, on défend vraiment le papier. Et c'est un des aspects importants aussi dans la discussion sur les coûts et sur l'aide, parce que le papier est important. Donc ça, c'est un élément fort. Et puis en même temps, bien sûr, on doit investir sur le numérique de la même manière que Frédéric l'a décrit, puisque la croissance vient du numérique. Et ce qui est important, c'est qu'on cherche vraiment des abonnés. On cherche des gens qui sont prêts à payer pour l'information, qui ont compris que l'information a une valeur et donc un coût. Et voilà, ça c'est un élément central, je pense, des gens qui sont prêts à payer pour l'information. Encore une question, Madeleine. La fondation Aventinus, vous l'avez dit, c'est une chance, mais aussi les responsables de cette fondation ont aussi fait savoir tout à fait publiquement, on ne va pas soutenir éternellement. Ça, c'est la première chose. Et puis deuxièmement, quand on a une fondation qui paye commande, par rapport versus le thème de cette soirée qui est l'aide publique, est-ce que ce n'est pas un handicap ?
Alors, c'est en effet essentiel qu'on améliore la situation financière du titre, précisément pour cette raison, pour gagner aussi en indépendance. Donc, plus le titre se portera bien et plus il sera capable de convaincre des lecteurs de s'abonner, plus grande sera cette indépendance. Donc, on travaille vraiment dans cette direction-là. Et ça, ça place aussi l'ensemble de l'entreprise dans la situation du marché. En fait, on vit aussi le marché, on se bat contre les mêmes éléments qui existent au niveau de l'évolution des revenus, de la publicité, etc., des GAFAM, tous ces éléments dont on va parler. Et puis, pour ce qui est de l'indépendance, la structure a été vraiment pensée pour garantir cette indépendance complètement au niveau éditorial, avec une double étanchéité, puisqu'il y a il y a un conseil de fondation et un conseil d'administration, et aucun membre ne siège du premier, ne siège dans le deuxième, et donc il y a une indépendance qui est vraiment absolument garantie. Et alors, voilà, c'est vraiment un axe très fort de la gouvernance qui a été mise en place. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions à ce propos tout à l'heure. Je passe au bilan du courrier. Vous êtes très, très clair et très transparent. J'ai lu votre appel, les propos de Julien Ray, le directeur administratif, qui dit très clairement l'exercice 2024, déficit 200 000 francs, et si des mesures ne sont pas prises, le journal est en danger l'an prochain. Vous le dites. Oui, le déficit cumulé va atteindre 400 000. Et donc à la fin de l'année, et donc on va devoir prendre des mesures pour assainir la situation, parce que sinon notre réviseur va nous dénoncer à un juge. C'est aussi simple que ça, hein. On n'a pas de problème de trésorerie puisque les gens payent leur abonnement en avance, mais on a les mêmes problèmes que mes deux confrères, c'est-à-dire une érosion du papier, enfin des abonnés papier, à peu près 5% par année. On les rattrape sur le web, mais évidemment l'abonnement est moins cher et on n'en a pas assez. Et donc ça ne permet pas de compenser ces pertes-là. Et nous, alors, je ne sais pas si c'est le cas dans les deux autres journaux, on a à peu près 40% de nos lecteurs qui ne veulent que du papier. C'est un sondage qu'on avait fait il y a quelques années. Et ils nous disent non, mais parce qu'ils ont droit au web, évidemment, s'ils sont abonnés papier. Et ils disent non, mais moi je ne l'utilise pas. Je ne lis que le papier. Donc évidemment que ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit... Est-ce que c'est une fonction d'âge, c'est une génération? Alors ça, on ne sait pas si c'est une fonction d'âge. Probablement que nos anciens lecteurs sont plus attachés au papier. Je connais aussi des jeunes lecteurs alors je sais pas, je pense qu'ils lisent les deux, eux, mais qui sont très attachés au papier. Disons, l'attachement au papier, je pense que là, il est plus transgénérationnel. En revanche, les gens qui lisent que le papier, ça doit effectivement être des personnes d'un certain âge. On a aussi des lecteurs âgés qui nous lisent sur tablette pour des raisons de vue. Ça permet de garder des abonnés aussi parce qu'ils peuvent agrandir. Donc c'est bête, mais c'est comme ça. Alors, c'est un tableau assez sombre, assez triste à vrai dire, pour les gens qui sont attachés à la presse. Avant de passer aux mesures et au cœur du débat de cette soirée, j'aimerais m'adresser à vous, Alberto Ticulin, président d'Impressumvo. Cette profession de journaliste, il y en a quand même un certain nombre dans la salle, il y a peut-être des jeunes aussi qui veulent se lancer. Elle a encore un avenir selon vous? Oui, moi je pense qu'elle a encore un avenir. Moi j'ai la chance de travailler dans un média qui marche peut-être un peu mieux que les autres, 20 minutes. L'année passée, on a eu des coupes aussi chez nous. La partie web se suffit à elle-même. Elle n'arrive pas encore à payer la partie print. On ne sait pas jusqu'à quand va durer la partie print chez nous. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire à mes collègues, confrères et consoeurs jeunes qu'il faut se lancer dans ce métier. Vous travaillez pour un journal gratuit, ce qui vous met un peu dans une situation particulière, mais on va en parler tout à l'heure. Mais moi, j'aimerais aussi, avant de parler vraiment du financement possible, de ce qu'on peut faire face à cette situation assez désastreuse, à vrai dire, répondez peut-être chacun, comme vous le voulez, à cette question, à cette antienne, à cette remarque qu'on entend très souvent. Si la presse est en crise, c'est une crise de contenu. Modèle économique, ok, mais vous êtes tous la même chose, vous êtes tous à gauche ou à droite ou au milieu, ou trop ci ou trop ça. La presse a mauvaise presse et ça s'est dégradé très rapidement.
Madeleine? Crise de contenu, vous n'êtes pas assez original, c'est en fait votre faute. Oui, alors je pense que c'est peut-être une partie. Bien sûr, on doit tout le temps se remettre en question, chercher à chercher à penser contre soi-même. D'ailleurs, ce soir, on sait, on a des contenus très différents quand même entre nos différents médias. Donc, ça n'est qu'une partie de la réponse. C'est pas que je veux pas entrer en matière sur cet élément-là. Il y a eu tout je pense aussi une crise de confiance autour du Covid. Il y a eu tout un débat qui est important, qui doit avoir lieu. Mais c'est clair que ça n'est pas que ça. Je veux dire, initialement, on a eu une transformation majeure avec les réseaux sociaux, avec l'information gratuite, et puis le transfert des revenus, simplement, qui est parti justement dans les GAFAM, etc. Et donc là, on a la base quand même la plus importante en termes de changement structurel. Qui explique... Frédéric Juillard, quand on a annoncé toutes ces restructurations, quand le Genève s'est rendu compte que notre tribune de Genève pourrait disparaître ou devenir un onglet sur un site qu'on ne sait plus trop bien trouver, sur un site vaudois, sur un site vaudois, etc., sachant le choc culturel, on a aussi pu lire, mais dans le fond, pour ce qu'elle est devenue, on a pu lire ça. Est-ce que vous le sentez, cette espèce de défiance? Parce que là, vous êtes en train de lancer une grande opération, un appel pour sauver la presse, dans un climat, à vrai dire, assez hostile. Oui, le climat peut être assez hostile, mais c'est souvent des commentaires qu'on lit dans les commentaires sous nos articles. J'en ai lu encore là, justement quand on parle des restructurations, quand on parlait des appels pour une fondation publique. Donc je me dis que les gens qui ouvrent notre site, qui ouvrent un article, le lisent et puis ensuite prennent la peine de le commenter, n'ont pas complètement oublié la presse. Ils sont encore, même s'ils disent des horreurs après, ils viennent quand même sur nos sites. Donc il y a un peu un paradoxe. Pour revenir sur votre première question, je pense qu'il faut effectivement se remettre beaucoup en question. Je pense qu'on était utile avant parce qu'on avait le monopole de l'information, donc il y avait une utilité, je dirais, de base. Aujourd'hui, on doit trouver une nouvelle utilité à la presse. Et ce qui serait ? Qui est multiple, qui passe par donner des informations pratiques aussi au lectorat, sans avoir honte de le faire, qui est de parler des thèmes qui vraiment préoccupent les gens dans leur vie quotidienne, et pas seulement des grandes réflexions morales. C'est tout ça, c'est une remise en cause profonde pour nous. Je pense qu'on est utile, je pense qu'on peut être utile. Je pense que l'information payante a une utilité parce qu'elle suppose aussi un travail qui ne peut pas être fait par n'importe qui sur les réseaux sociaux, non pas parce que les gens ne sont pas capables de le faire, mais parce que c'est simplement un métier et puis on a le temps et les moyens de le faire. Donc je pense que là, on doit vraiment travailler sur cette utilité. Moi, c'est ce que j'essaie de. Mais quand je vous entends, je me dis c'est d'être utile, de séduire le lecteur, c'est quand même la fonction primaire. J'ai peut-être envie de vous poser la question, Philippe Barre, parce que vous êtes, moi qui suis habituée, abonnée depuis très très longtemps au Courrier. Chaque année, on a ces appels, on va disparaître, etc. Vous avez une forte communauté attachée vraiment. Et pourtant, même ça ne marche plus. En vous entendant, on a envie de se dire, mais c'est quoi, dans le fond? Est-ce qu'il y a encore un avenir? Effectivement, notre souscription fait un peu partie de notre modèle économique. Il y a des lecteurs et des lectrices qui sont prêts à mettre un petit peu plus que l'abonnement. C'est souvent des petits dons aussi, c'est assez émouvant. Des gens qui disent, bon, j'aimerais vous donner plus, mais je ne peux pas. Parce que voilà, ils ont des fins de mois difficiles. La question du contenu, je reviens au sondage qu'on a fait, enfin le questionnaire qu'on a proposé à nos lecteurs. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'était pas à côté de la plaque, justement. Il n'y a pas de domaine où on nous a dit non, mais ça ne nous intéresse pas du tout. On était plus ou moins là où on devait être, selon les attentes. Il y en a qui voulaient un peu plus de ci ou de cela, mais on ne s'est pas loupé là-dessus. Nous, notre problème, c'est quand on sait plus ou moins ce qu'on attend de nous, après, il faut enlever ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir, entre guillemets, on le fait des fois, mais comment ça vous expliquez rentre que pas. Tout à coup, on vous quitte? Bon, c'est peut-être une question de génération aussi. On a des abonnés de longue date. Nos abonnés restent. On a une perte d'abonnés qui est probablement moindre que chez nos confrères.
Mais bon, les gens meurent, les gens déménagent, la mobilité des gens est grande. On a probablement été un des premiers journaux en Suisse romande à avoir une version PDF. Parce qu'on avait des gens qui partaient et qui revenaient. On ne comprenait pas pourquoi. Mais en fait, c'était des délégués CICR. Ah. Et qui donc, lisent le courrier. Qui lisaient le courrier. Et il y en avait pas mal. Et puis, du coup, on leur a proposé de rester avec un PDF. C'était les débuts d'Internet. Et voilà. Ça a pu marcher. Ça a pu marcher. On a pu les fidéliser comme ça. Ouais. Monsieur Ticouline, bon, vous, Alberto Ticouline, vous êtes dans un média, je crois que ça va assez bien, même s'il y a des pertes aussi. Hein. Oui, l'année passée, on a quand même procédé à 28 licenciements. Donc oui, il y a quand même des pertes. Mais vous qui êtes journaliste, l'avenir du journaliste, c'est des choses courtes, des nouvelles courtes, pas de commentaires, pas trop de... Ça dépend. Nous, on est un média qui veut plus... de service. C'est clair que la Tribune de Genève ou Le Temps, ils vont chercher plus d'articles poussés que ce qu'on fait nous. Et puis c'est un peu quand même, c'est un peu aussi, vous avez été le cheval de Troie, l'info gratuite. Par contre, en 2007, quand j'ai commencé chez 20 minutes, on était un des premiers à avoir une rédaction purement web. En 2011, on a fusionné les rédactions web et print. D'autres journaux ne l'ont pas fait, ou l'ont fait tardivement. On était les premiers à avoir une app pour les téléphones portables. On a été les précurseurs du mobile reporter, qu'après tout le monde s'est mis. Donc, alors oui, presse gratuite, oui, mais on a quand les premiers gratuits aussi. Lancé des choses après. Ouais. Bon, alors on va passer au modèle. Je voulais juste dire, je suis ici en tant que représentant d'Impressum Vaud. Oui, bien sûr, absolument. C'est clair. Non, mais je veux dire, vous êtes quand même, bien sûr, vous allez représenter Impressum. Alors on passe au modèle de financement. Donc je me retourne vers vous, Philippe Barre. Vous dites, on va briser ce tabou qui est qu'en Suisse, on ne puisse pas donner une aide directe. Aujourd'hui, la Confédération accorde une subvention annuelle de 50 millions pour le transport des journaux. Donc 30 millions qui sont attribués à la presse régionale et locale et 20 millions à la presse associative et à des fondations. Ça, c'est de l'aide indirecte. Et vous dites direct. Alors, je ne sais pas, il y a des politiciens dans cette... j'ai oublié d'ailleurs de vous saluer, Monsieur Alfonso Gomez. Il y a des politiciens. Tout à l'heure, je crois que Madame Fontanet va essayer de rejoindre. Je crois qu'elle est en... Elle est en budget, enfin en séance budget. Elle a un budget bouclé. Voilà. Donc, elle va essayer de nous rejoindre. Mais où il y a un public, quels sont les arguments qui font que vous dites aujourd'hui il faut arrêter de tourner autour du pot, on donne de l'argent? Le premier argument, c'est que ce type de financement direct a lieu dans d'autres pays qui ne sont pas des dictatures nord-coréennes, hein, en France par exemple. La France connaît un système d'aide directe. J'ai regardé encore cet après-midi, c'est à peu près 500 millions d'euros. Des journaux comme Le Monde ou Le Figaro, ils touchent 10 millions d'euros par année. Mediapart aussi, qu'on cite souvent comme un journal un titre qui marche très très bien, a une aide, je crois. Hein. Je connais pas je sais pas si quelqu'un peut à vérifier. Hein. Ouais. Mais en tout cas, vous dites 500 millions, c'est le chiffre. C'est à peu près le chiffre tout cumulé, parce qu'il y a aussi l'aide indirecte. Hein. Ils ont aussi une aide au portage de la distribution des journaux, de 130 millions, je crois. Et donc ça existe en Allemagne, ça existe dans les pays nordiques, qui eux en plus ont un enjeu de langue à défendre. Dans l'appel qu'on lance, qui est disponible là-bas, et puis qu'on vous invite à signer, on a fait une page. Le QR code tout à l'heure. On a fait une page où c'est très facile pour signer. Il y a aussi des réflexions sur l'aide indirecte, parce que par exemple l'aide au portage, le prix du portage augmente parce qu'il y a davantage de journaux qui ont droit. Donc évidemment que les 30 millions sont distribués sur davantage de titres. Et donc l'année passée, on s'était pris 30 millions dans les gencives en décembre. Ce qui, pour boucler un budget, était sur un budget de 3,9 millions. Donc c'est compliqué pour nous. Et donc là, par exemple, les chambres, elles sont en train de discuter. Oui, on veut bien augmenter un peu l'aide au portage, mais alors on prend sur la presse associative.
ce qui est, à mon avis, un peu désastreux. Parce que donc vous, Philippe Bas, vous dites, dans le fond, la Suisse peut faire un peu comme tout le monde, enfin comme tout le monde, non, mais comme d'autres pays voisins d'ailleurs, et ça marche. C'est votre avis, Madeleine Fenolsen? Non, c'est pas l'avis du temps, c'est pas mon avis, pour plusieurs raisons. La première, c'est une question de principe, justement. Je pense que l'aide directe pose vraiment des questions d'indépendance, en réalité. Donc oui, il y a certainement des outils qui permettent d'entrer en matière, mais c'est probablement assez complexe. Ensuite, il y a la question de l'influence politique, des changements politiques qui viendraient, de l'impact de ces changements politiques par rapport à ces outils qui seraient dotés. On voit aussi pour la SSR qu'il y a quand même justement une gouvernance extrêmement complexe, à quel point la pression existe, à quel point le débat politique est constant. En se rapprochant encore au niveau régional, cantonal, régional, la proximité est encore plus élevée et donc la question de l'influence politique, elle se pose vraiment. Mais surtout, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant ça. D'abord, effectivement, à travers l'aide indirecte. Donc ça, je pense que c'est très important et je rejoins ce que mon confrère disait par rapport au transfert. Donc si c'est pour transférer d'un endroit à un autre, ok, donc là on s'en sort pas. Mais aussi, et je reviens sur la question des abonnements, en fait, sur des choses simples. Première chose que j'aimerais citer, c'est combien, et c'est une question que je pose et peut-être une question pour le débat suivant, combien d'abonnements est-ce que les collectivités publiques prennent de cette presse payante? Combien? Alors, je ne vais pas vous donner de chiffres. On a regardé chez nous, c'est assez peu. Donc, quel ordre d'idée? Non, ouais, c'est vraiment très très peu. 3, 4, 10, je veux dire, alors, je ne sais pas, les parlements, les bibliothèques, les écoles, les lieux publics qui sont des lieux de collectivités publiques. Mais commençons là, en fait, c'est-à-dire simplement en s'abonnant à ces médias qui existent, qui font un travail, et en reconnaissant la valeur de ce travail. C'est vraiment assez basique, en fait. L'autre question de ce débat, c'était est-ce qu'on peut faire front commun? Là, vous avez déjà une réponse. C'est non. On peut faire autre chose en commun, mais j'aimerais quand même je vous passerai aussi la parole, Frédéric Juillard, concernant cette indépendance. Vous avez cité la SSR. Les partisans d'une intervention citent aussi la SSR. Et d'ailleurs, si on avait eu ce soir un représentant de la SSR, il vous aurait assuré qu'il y a une indépendance totale. Comme vous assurez, vous, qu'il y a une indépendance totale. Je ne dis pas que l'indépendance n'existe pas. Je dis que les pressions sont fortes. Donc vous n'avez pas de pression dans votre... Je vous pose la question. Bien sûr. Non, est-ce que, par exemple, si vous engagez une campagne, je vous dis n'importe quoi, où vous touchez des intérêts financiers, etc., est-ce qu'il vous arrive jamais de dire, bon, là, peut-être qu'il faut quand même qu'on y aille mollo? Ouais. Ça fait partie du travail, je pense, d'un rédacteur en chef, d'une rédactrice en chef, de garantir cette indépendance. C'est vraiment un élément majeur. Et c'est sûr que lorsqu'on est fragile financièrement, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on doit absolument se battre du côté des abonnements et de la vente de ce qu'on produit, en fait, pour augmenter et vraiment aller du côté du lectorat pour augmenter cette indépendance. Voilà. C'est ce que diraient aussi, je pense, des représentants de la SSR aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus fragilisés éditorialement, et on le sent, parce qu'il y a des pressions politiques, parce qu'il y a cette remise en cause de la... Avec des enjeux publicitaires avec aussi, les enjeux GAFAM, publicitaires, etc. Ouais, pour vous, Frédéric Juillard, donc Tamedia l'a dit très clairement, que vous représentez ce soir, l'a dit très clairement, on ne veut pas d'aide publique, hein, ils n'en veulent pas. Oui, tout à fait. Je crois que c'est vraiment un peu le même principe, de dire oui à l'aide indirecte, mais pas à l'aide directe. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que c'est complexe, parce qu'il y a la question des abonnements, il y a la question aussi des annonces. On sait que les entités publiques communiquent beaucoup à travers les réseaux sociaux. Si la ville de Genève, par exemple, organise une soirée et puis sert une bouteille de vin vaudois, ça sera certainement un scandale, et puis il y aura certainement un article dans la Tribune de Genève.
Mais si elle met toute sa communication sur Facebook et envoie l'argent dans un paradis fiscal en Irlande et puis dans une obscurité totale sur l'utilisation de cet argent et des données, là, personne ne trouve ça problématique. Donc là, je pense qu'on doit aussi avoir une réflexion pour se dire peut-être que l'impact aujourd'hui des réseaux sociaux est très fort, mais peut-être qu'un certain nombre d'annonces, par exemple d'emploi, devraient plutôt être mises dans les journaux locaux, faire du circuit court aussi au niveau de l'information et des annonces, pas seulement en matière de tomates et de muscat, mais aussi en matière d'information, parce que non seulement ça permet de soutenir la presse locale, mais aussi on peut rendre des comptes. C'est-à-dire que nous, on rend des comptes, on est là, on est joignable, on sait qui appeler. Si vous avez un doute sur Facebook et sur l'utilisation de ces données, bonne chance pour contacter quelqu'un, bonne chance pour Il y a des cantons qui font une aide justement pour les jeunes, aux abonnements et tout ça. Ça, vous trouvez que tout ça, ce sont de bonnes mesures? C'est un peu ce que vous dites aux représentants politiques qui sont là ce soir. C'est, comme dit Madeleine, à travers des abonnements dans les collectivités, des abonnements pour les jeunes. Pour les on jeunes, pourrait dire toute dans les personne écoles, qui à Genève atteint ses 18 ans. Je pense qu'on doit vraiment réfléchir à multiplier les pistes. Multiplier les pistes de revenus, c'est aussi garantir l'indépendance parce qu'on est moins dépendant d'une seule source de revenus. Et je pense que là, le rôle des journalistes et le rôle des journaux, c'est de réfléchir à ça, mais c'est aussi le rôle des entités publiques de se dire comment est-ce qu'on peut, sans voter une aide directe, qui pour moi serait de toute façon refusée par le peuple dans le contexte actuel, comment est-ce qu'on peut quand même soutenir et donner du travail en fait aux gens qui travaillent ici. Nous travaillons ici à Genève, c'est aussi de l'emploi local. On le voit aujourd'hui avec les restructurations, c'est des gens ici qui perdent leur emploi. Voilà, peut-être qu'il faut aussi... Alors là où vous rejoignez, les trois, c'est que vous dites quand même les politiques doivent vraiment s'emparer sérieusement de ce problème. Avant de vous passer la parole, je veux bien... Pardon ? Non, les trois, justement, maintenant j'allais vous dire de quel côté vous situez-vous? Un pressum, aide directe telle que veut le courrier? Alors, ou aide directe, oui, mais il y a des conditions. Alors déjà, une aide directe qui arrive directement de l'État, qui verse de l'argent, ça c'est non, parce que les risques de perte d'indépendance sont trop grands. Et la population nous en veut déjà depuis le Covid. Ils estiment, pour beaucoup d'entre eux, qu'on a fait le jeu de l'État. Donc c'est clair que si on reçoit de l'argent, c'est celui qui paye qui décide. Donc là, on va droit dans le mur. Par contre, la création de fondations dans laquelle l'État pourrait investir, mettre de l'argent, qui après irait pas chez TX Group, c'est clair que non, ou chez Tamedia, mais dans d'autres médias. Le temps, ça va? Pardon ? Le temps pourrait... Le temps, ça pourrait aller, oui. D'accord. Absolument. Bon, ben ça va mais que... bon, le temps, je pense qu'ils peuvent demander à M. Aponte... Ah non, c'est peut-être la Tribune de Genève qui pourrait se vendre à M. Aponte. Non, mais donc, c'est intéressant ce que vous dites, parce que cette idée d'une fondation, donc l'État intervient, mais à travers une fondation qui filtre, en quelque sorte, pour assurer... l'indépendance. Je veux juste tester cette idée auprès de Philippe Bach. C'est évident qu'il faut trouver des dispositifs, mais comme disait le général de Gaulle, l'intendant suivra. Il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Il y a déjà un certain nombre d'aides qui existent d'ailleurs. L'aide, quelque part, l'achat d'abonnements pour les nouveaux citoyens. Alors c'est plus un premier contact, mais voilà, ça c'est aussi une aide directe. Donc il y a des dispositifs à inventer, c'est un peu pour ça qu'on organise aussi cette soirée, c'est pour voir s'il y a des pistes qui existent. En France, c'est pas Emmanuel Macron qui décide où va l'argent, il y a justement une commission, etc. Alors on peut toujours parler d'ingérence et de risque, il y en a certainement, hein, mais des dispositifs existent, ça peut être une fondation de droit public, privé. Le Parti socialiste genevois a redéposé son projet de loi parce que le premier projet de loi qu'il avait déposé, qui proposait une fondation de droit public, en gros, les conditions qu'il mettait étaient telles que finalement, il n'y avait que le courrier, éventuellement le temps qui avait droit. Donc les députés ont dit, mais c'est un peu gênant quand même. Oui, parce qu'après, il faut encore savoir sur quels critères. On y reviendra, mais je vais passer la parole à Madeleine. La question est aussi de savoir, parce que l'obstacle, je dirais, c'est est-ce qu'on verse de l'argent à un groupe qui verse ensuite des dividendes tout en licenciant? C'était un peu ça l'obstacle.
Je voulais juste mentionner aussi l'exemple de Fribourg, sauf erreur, mais je crois que Serge Gumi pourra en parler après. Il y a un soutien à l'ATS au niveau cantonal. Donc, non, c'est pas ça. On va vous passer un micro. Est-ce qu'il y a des micros qui sont prévus? Voilà. Parce que je trouvais simplement que, voilà, pour rassembler les idées. Et c'est bien, je vous donne mon micro. Donc l'ATS étant un coût élevé pour les médias, donc s'il y a un soutien par ce biais-là. Voilà, alors à Fribourg, sur l'exemple vaudois, parce qu'en fait, d'abord, le canton de Vaud a ouvert une brèche, il a décidé de financer un poste de journaliste au bureau de Lausanne. L'idée, c'était de pouvoir garantir la couverture la plus complète possible de l'actualité cantonale vaudoise. Mais évidemment, c'est l'ATS qui est soutenu, ce ne sont pas les médias fribourgeois. Et quand nous sommes entrés en discussion avec le Conseil d'État, nous avons, si vous me permettez l'expression, renversé la chaussette et proposé, ça a été accepté, que l'État prenne en charge la moitié du coût de notre abonnement à Keystone ATS. Ça aide indirectement Keystone ATS parce que ça garantit que nous restons clients de l'agence, mais ça vient directement soutenir, en l'occurrence, la liberté. Et pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent d'un poste de travail, donc c'est tout sauf anodin. Ça correspond à quel, à peu près 100 000... Un montant autour de 100 000 francs. Autour de 100 000 francs. Puisque vous allez intervenir tout à l'heure, donc on va pas brûler toutes les cartes. Mais déjà, peut-être que, puisque le courrier a voulu vraiment un débat constructif, interactif, je vais vous passer la parole. Vous avez vu différents modèles qui ont été proposés. Monsieur Philippe Bach est pour une aide directe sur le modèle de ce qui se fait en France avec des modalités, des définitions qui auraient droit, des aides plutôt indirectes, le modèle d'une fondation qui serait un intermédiaire entre des fonds publics et les médias. Alors je ne sais pas si quelqu'un veut déjà intervenir. Frédéric Gonzette, voilà. On va vous passer la parole. Oui, je vais un peu... bon, je suis cinéaste et journaliste. Et j'ai lancé il y a plus de 7 ans un groupe qui s'appelait Fijou et on avait élaboré des solutions, dont certaines ont été reprises d'ailleurs. Je ne veux pas parler de ça. Je voudrais simplement dire que quand on parle d'aide directe ou indirecte, ce n'est pas vraiment le débat. Parce que, évidemment, l'aide directe, elle est dangereuse, comme vous le signalez bien. Et plus elle est locale, plus elle est dangereuse. Tout ça, on le sait. Indirecte, c'est des mesures qui sont un peu, j'appellerais des mesurettes utiles, mais pas, elles ne vont pas à l'encontre des tendances qui sont, elles ont été bien décrites au début. Donc il faut quelque chose qui est un mixte des deux. Ce n'est pas si compliqué qu'on le croit. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai le culot de dire que ce n'est pas compliqué alors que tout le monde se baisse la tête en disant « Mon Dieu, s'il faut élaborer tout ça ». Ça existe déjà dans le cinéma suisse. On a créé des institutions, la plus célèbre, c'est Cinéforum, Fondation Romande, qu'on pourrait appeler des médias cinématographiques, audiovisuels, si vous voulez. On est presque avec un pied dans le domaine. Donc, à mon avis, vu l'expérience, et l'expérience notamment de l'indépendance des auteurs par rapport aux donateurs que sont la loterie romande et les cantons romans, on n'a jamais entendu parler, il y a plus de 20 ans que ça existe, d'une ingérence dont ce serait plein. Alors, peut-être on peut aller dans le détail, voir qu'il y a quand même une influence, mais ça dépassera, je crois, nous. Mais en gros, non. Bref, basons-nous sur cette expérience, c'était un peu l'idée. Donc, créons une fondation sur le modèle d'Aventinus qui crée pour le temps, mais pas pour que le temps, pour tous. Une fondation pour tous. Alimentée par tous les cantons romans ou suisses. Et puis ceux qui ne viennent pas parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas encore assez d'argent, ils ne sont pas convaincus, tant pis pour eux. Mm-hmm. Mais on fait ça vite. Vaud, Genève, Fribourg peut-être. Et jusqu'au Jura, je dirais même. Peut-être Neuchâtel et Valais suivront. Peu importe. C'est ce qu'on a fait aussi dans le cinéma. On l'a créé, on n'a pas attendu. La situation, elle est grave du point de vue systémique en Suisse romande, plus que partout ailleurs. Parce que si on compare à la France, on est tellement petit, vous le savez tous. Donc le marché, du moment qu'on a enlevé la pub, du moment que les annonces, petites annonces,
crime que les éditeurs ont commis, ça il faut bien le dire, hein. Il y a longtemps maintenant, mais c'est fait, on n'y reviendra plus. Du moment que tous ces domaines traditionnels qui, depuis très longtemps, subventionnaient le journalisme de qualité qu'on veut soutenir, ont disparu, sont allés ailleurs, ont été volés, tout ce que vous voulez. Du moment qu'il y a plus d'argent, il faut que c'est la collectivité qui intervienne, mais qu'elle intervienne de façon à ne pas influencer l'éditorial. Ça, c'est une idée. On parlera quand même tout à l'heure un peu du droit voisin et de ces mesures, parce qu'il y a une autre... Vous êtes pillés, hein, et j'ai vu qu'en France, Le Monde et Le Figaro portent plainte contre X parce qu'ils sont... Là, c'est encore une autre question. Il y a peut-être toutes ces démarches à faire. Il y avait une autre proposition dans le fond, madame. Merci beaucoup. Alors, Olga Baranova, bonsoir. En fait, avant qu'on ne crée cette fondation romande, je voulais juste vous dire que cette fondation dont vous parlez depuis un petit moment, elle existe déjà. J'ai l'honneur de la représenter en Suisse romande. Elle s'appelle le Media Forward Fund. Désolé pour l'anglicisme, on ne l'a pas traduit en français. C'est une fondation qui réunit pas seulement la Suisse, mais également l'Allemagne et l'Autriche, qui représente plus de 10 fondations privées, dont 3 en tout cas en Suisse. Et c'est une fondation qui a identifié la Suisse romande comme étant très importante, parce que, en fait, le rythme auquel les médias meurent en Suisse romande est extrêmement important. Nous faisons une soirée de lancement la semaine prochaine à Lausanne. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et juste pour vous dire qu'effectivement, le problème avec les aides directes ou n'importe quel financement direct, et c'est là aussi où je plaide en faveur de cette fondation qui est bien plus large que juste la Suisse romande, c'est effectivement la proximité directe entre une fondation romande, les pouvoirs politiques romans et les médias romans. Il faut le dire, c'est pas du tout un secret. Il y a eu par le passé, en ce qui concerne certaines grandes affaires politiques, des pressions entre les autorités politiques, l'administration et les rédactions, parce que cette proximité, elle est là. Effectivement, je pense que l'aide directe, si elle est uniquement cantonale, mais même une aide qui viendrait via les fondations cantonales, il y a toujours un danger qui vient avec ça. Par contre, effectivement, la fondation qu'on a créée il y a une année, qui vient maintenant en Suisse romande, l'avantage, c'est d'avoir un jury bien plus large, bien plus indépendant et pas du tout mêlé aux affaires romandes, genevoises et vaudoises. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, au niveau de l'aide directe, donc je représente également l'association Médias d'Avenir. Nous représentons une trentaine de médias indépendants, malheureusement principalement en Suisse alémanique, parce que c'est là où il y a eu le plus de créations ces dernières années. Je pense à Zurich.ch, je pense à La République, mais également à La Vote, qui vient quand même de fêter ses 40 ans. Et effectivement, dans le cadre de cette fêtière des médias, on se bat pour l'aide directe, mais l'aide directe fédérale. Parce qu'à partir du moment où il y a suffisamment de distance entre le média local, régional, et du coup la Confédération, il n'y a aucune évidence aujourd'hui que l'aide directe crée plus de dépendance ou plus de pression, qu'elle créerait plus de pression politique. Voilà, juste merci une beaucoup. Question concernant votre... je ne sais pas si vous connaissez... quel est le capital? Donnez juste une... On parle aujourd'hui de 10 millions par année et on espère qu'on va pouvoir passer à 25. Financé par une dizaine pour l'instant de fondations privées allemandes, autrichiennes et suisses. D'accord. Okay. Et nous sommes ouverts à toutes les contributions publiques également. Je voulais juste dire qu'on a découvert votre existence il y a une semaine ou deux avec la présidente d'Impressum Suisse. On sera présent la semaine prochaine. Vous allez être très courtisée, madame. J'espère. Je voulais juste poser une question, je me permets. Donc, Julien Ray, moi je suis le directeur administratif qui organise aussi cette soirée. Il se trouve qu'on a déposé une demande cet été. Ah, ben voilà. Donc on connaît cette fondation et que malheureusement on ne l'a pas obtenue. Donc, pour quelle raison je suis très content de savoir que vous arrivez en Suisse romande. Donc on a déjà un dossier prêt et on viendra la semaine prochaine. Voilà, je vous ai dit, vous allez être courtisée. Madame à côté. Bonjour, je m'appelle Tania. Désolée, j'ajoute, plutôt que trouver une solution, j'ajoute juste au problème parce j'en ai pas encore entendu parler depuis le début du débat, mais je représente aussi des attachés de presse dans toute cette histoire. Évidemment, si vous mourrez, on crève avec vous. Donc, je voulais juste savoir... je suis attachée de presse à la Comédie de Genève et actuellement, je quitte mon emploi à la fin de ce mois-ci et mon poste sera probablement pas repourvu. Et c'est le cas dans beaucoup d'institutions qui sont aussi subventionnées pour le coup, où quand les postes sont pas carrément supprimés, ils sont en tout cas réduits massivement. Et je voulais juste demander si pour tout ça, vous avez aussi des solutions, parce que ça démotive aussi pas mal de gens à faire mon job.
Et nous, on est là pour essayer de vous aider, pré-mâcher le travail un max, vous contacter tout ce qu'on peut. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça un peu dans le mix de la merde. Vous avez raison de le dire parce que ça concerne aussi les photographes, les imprimeurs. Voilà, c'est tout un écosystème qui est en train de disparaître et pas uniquement. Madame, on va vous passer le micro et voilà, la technique me demande de bien parler dans le micro parce qu'on doit pouvoir vous comprendre. Madame devant. Si le Courrier propose l'aide directe, c'est qu'il n'a pas peur d'être influencé dans sa rédaction. Comment ça se fait que le Courrier n'aurait pas peur d'être influencé dans sa ligne rédactionnelle? C'est peut-être aussi la qualité des rédactions et de leur persuasion de ce qu'ils veulent mettre comme contenu dans leur journal et de ne pas se laisser impressionner par les éventuels financiers. Enfin, ça m'intéresserait d'avoir la réponse du Courrier sur ça. Pourquoi n'ont-ils pas peur? D'accord. Alors, on en reste là. Pour l'instant, on va déjà répondre à ces différentes propositions et à la remarque de Madame. Dans le fond, le Courrier qui a une ligne très affichée, peut-être probablement la plus affichée des personnes. Vous n'avez pas peur, vous, de l'indépendance, et puis vous réagissez aux différentes propositions qui ont été faites. Oui, peut-être il faut toujours qu'il y ait plusieurs sources. Un journal entièrement dépendant des pouvoirs publics, ça ne marcherait pas. On est aussi dépendant de nos lecteurs. Et jusqu'à présent, nous, c'est 80% de nos rentrées. On se disait, voilà, ça c'est une source d'indépendance totale. Avec la crise du Covid, on a aussi eu des réactions, une campagne de désabonnement de gens qui n'étaient pas contents, comme les autres journaux d'ailleurs. On n'a pas été les seuls. Ça nous a surpris, mais ça montre aussi que même ce qui nous semblait garantir une stabilité, c'est relatif. Et donc, je répète, je pense que des montages type fondation et autres permettraient de constituer des sas suffisants pour éviter une ingérence qui est le danger. Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes lecteurs? Parce que c'est encore une chose qu'on n'a pas évoquée depuis le début de ce débat, c'est que peut-être ce modèle de presse qu'on paye, qu'elle soit print ou qu'elle soit web, est en voie de disparition. On dit que l'intelligence artificielle change tous les modèles de société et que les métiers disparaissent. C'est peut-être quand même ce qui est en train de se passer. Alors, historiquement, les journaux n'ont jamais eu de jeunes lecteurs. On s'abonne à 30 ans, ça, c'est depuis que je fais du journalisme. Quand je dis jeune, je dis à nos âges. Alors, effectivement, non, mais disons, il faut se rendre compte de ça aussi. Je crois l'âge moyen de notre lectorat, c'est genre 56 ans. Je crois que c'est l'âge moyen de la Suisse, plus ou moins. On avait un sociologue qui s'était penché là-dessus. C'est un problème, effectivement, de vieillissement. Ce qui a changé, je dirais, il y a encore une dizaine d'années, lors de débats que je peux animer ou modérer, je me faisais souvent un peu invectiver. Comment ça se fait que le Courrier ait un paywall ? Enfin, vous devez trouver un autre modèle économique. Grosso modo, c'était ça. Et ça, on l'entend moins. Donc, il y a quand même aussi, dans un lectorat jeune, ou relativement jeune, une évolution, une prise de conscience. Alors, malheureusement, peut-être pas assez rapide. Alors, Madeleine, les deux propositions, donc il y a une fondation alimentée par des fondations privées, et puis ce modèle Cinéforum, est-ce que c'est des solutions qui pourraient vous intéresser? Alors, de toute façon, toutes les pistes sont intéressantes, ça c'est sûr. Première chose, je ne connaissais pas la fondation mentionnée par Olga Baranova, donc c'est intéressant. Pour l'instant, ce que je comprends, c'est que c'est de l'argent privé aussi, uniquement dedans. Donc c'est un peu le modèle que part d'Aventinus. Je précise aussi de dire que Aventinus soutient d'autres médias. Ça, c'est juste par rapport à la remarque que vous avez faite, c'est important. Essentiellement le temps, on est d'accord. Un petit peu d'autres médias, surtout pour ne pas être accusés de... Ils sont obligés de soutenir d'autres médias, sinon vous serez accusés de cartel. Hein. Donc voilà. Et puis sur la question du modèle de la culture, peut-être j'ai une question en retour, c'est est-ce que là, il n'y a pas un financement qui est axé par projet, dans le fond? C'est-à-dire que vous soutenez que ces modèles-là sont faits pour soutenir des projets et que c'est un des éléments qui est important
par rapport à cette notion d'indépendance? Voilà, ça c'est une question que je... Peut-être Frédéric. Et puis j'aimerais encore juste dire un dernier élément sur la question du paywall, parce que ça me permet juste de revenir sur un point important. Je pense qu'il y a aussi la question des pratiques, des bonnes pratiques. Et là, c'est aussi un message que j'aimerais adresser à nos politiques et représentants. C'est aussi de se positionner sur ces bonnes pratiques. Par exemple, ne pas partager gratuitement du contenu qui est normalement payant. Ne pas prendre un PDF et le mettre sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, mais plutôt valoriser le contenu payant et donc mettre un lien. Voilà. Ou alors ça voilà, me fait... c'est vraiment... Parce que je pense que ça fait partie aussi de toute la discussion. Et je reviens sur le fait qu'il y a une valeur dans ce travail. Et donc ça c'est aussi un élément. Mais pourquoi les éditeurs, pourquoi la Suisse est si en retard dans les négociations? Je crois que c'est même pas engagé. Peut-être que je me trompe sur le droit voisin. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que si Facebook, si LinkedIn, si tous les réseaux sociaux vivent, si X peut être X et bientôt le chef du monde, c'est que il pille. Et pourquoi on ne s'est pas défendu? Et pourquoi en Suisse on se défend si mal? Je pense qu'on est petit, en fait. On est vraiment petit par rapport à ces interlocuteurs-là. Mais là aussi, probablement, vous voulez peut-être vous intervenir, M. Estival. Mais il y a un enjeu de taille, vraiment. On n'a pas accès aussi facilement que ça. Il y a des discussions aux chambres. Oui, mais on a pris du temps. Mais la Suisse attend de voir un peu ce qui se passe au niveau européen. Et effectivement, la plainte que le monde notamment dépose contre X, c'est aussi un peu pour secouer le cocotier parce que ça va beaucoup trop lentement. Alors, la réponse, oui, peut-être juste la réponse. Stéphane Estival, Média Suisse, juste pour confirmer ce que dit Monsieur Barre, c'est qu'effectivement, il y a un processus parlementaire qui est engagé avec un calendrier qui nous renvoie au printemps 2025, avec là un projet, une discussion sur un projet de loi de modification du droit d'auteur, préalable à l'introduction des droits voisins. Donc le processus parlementaire est engagé. Alors vous savez qu'en Suisse, effectivement, les choses prennent plus de temps, mais elles vont être faites sérieusement. Une consultation a été faite. On a donc un dispositif qui est prêt. Alors certes, le processus va encore durer quelques années, mais il avance. Voilà. Maintenant, quant à des actions par d'autres médias, alors nous, au sein de Média Suisse, déjà, on essaye de prôner, de recommander, d'éviter que certains groupes de presse passent des accords en direct avec les GAMAM pour privilégier un accord collectif. Alors maintenant, comme en France. Comme en France. Oui, on a réussi. Maintenant, voilà, vous citez par ailleurs des actions judiciaires, juridiques. Ça, effectivement, dans certains pays européens, dont la France et dont aux États-Unis, les acteurs ont une taille qui permette d'engager un bras de fer avec les GAMAM, ce qui, à mon avis, n'est pas encore le cas en Suisse. Voilà. Vous représentez ici le Nouvelliste, Arc Info et Média Suisse. Média Suisse, l'ensemble des éditeurs. Oui, vous êtes représentant aussi. Oui. On s'est posé la question. Historiquement, on a commencé par une aide au projet. Un projet de film passe devant une commission, il est aidé ou il n'est pas aidé. Ok. Mais on a vite vu qu'il ne fallait pas se limiter à ça. Parce que ça, c'est pour le haut du panier, si on veut, assurer la qualité. Mais il n'y a pas de qualité s'il n'y a pas un minimum, une masse critique, minimum de projets. Or, il faut donc assurer que tous les acteurs du domaine puissent être aidés. C'est une autre forme d'aide. Et ça, on l'a introduit petit à petit. Et ça, évidemment, ça ne fait pas la une des médias, parce que c'est moins spectaculaire, mais c'est sacrément efficace. Et on a ça depuis longtemps. C'est un point important que vous évoquez. Dans le fond, Madame parlait qui parlait des services de presse, mais c'est les photographes, mais c'est aussi les journalistes, parce qu'il y a de moins en moins de journalistes. Et il y a de moins en moins de journalistes qui restent, qui sont vraiment formés. C'est tout un écosystème. Vous êtes d'accord, Frédéric Juillard? Oui, ça c'est vraiment un des problèmes, une des conséquences de cette crise. On voit que des gens, même des gens de talent, des gens qui sont bien installés dans la profession, qui ne sont pas menacés de chômage a priori,
choisissent de quitter la profession parce qu'ils ne voient pas d'avenir à long terme. Ça, c'est évidemment un énorme problème, c'est très inquiétant parce que c'est aussi une perte de qualité dans l'écosystème. Et puis, il y a tout ça en cascade, et forcément, les attachés de presse, les institutions culturelles. Là, on a eu beaucoup de départs à la Tribune de Genève dans la rubrique culturelle, donc évidemment qu'il y a une inquiétude des institutions culturelles, parce qu'elles ont besoin aussi de ce relais pour simplement qu'on parle de leur spectacle en bien ou en mal, c'est-à-dire d'avoir aussi des critiques. Mais elles en ont besoin. Donc, ce n'est pas simplement pour le confort des rédactions ou pour les journalistes qui peuvent être inquiets pour leur activité. Il y a un impact dans la société de cette disparition ou de cette menace de disparition qui est fort. Et je pense que là, c'est aussi l'ensemble de la société qui doit réfléchir à ça. Il y avait une main qui s'est élevée tout dans le fond. Monsieur, on va vous passer un micro. Frédéric Montagna, journaliste retraité, ancien syndicaliste. Alors, je vais faire quelques petites remarques. Je sais qu'on est entre nous. Il n'y a pas de jeunes. Oh! Ah, il y en a deux. Voilà. Et puis on est tous jeunes. Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, et puis j'aimerais quand même faire quelques petites remarques. Alors, c'est intéressant d'apprendre que le Temps soutient d'autres médias, alors qu'ils ont mis à mort AD News et qu'ils sont en séparation parce qu'AD News rentrer directement dans l'avenir du Temps. Alors bon, je ne sais pas qui vous aider, c'est intéressant. Arc Info, c'est intéressant. Celui qui reprend la rédaction romande a fait une charrette l'année dernière à Arc Info. Fantastique. Donc, bon, Frédéric Julière peut parler des problèmes de la culturelle. Ce n'est pas des départs, c'est une hécatombe, il en reste deux. Donc, je ne sais pas. Je pense que peut-être l'aide directe, on en aura tous besoin. On en a peur, mais sans aide directe. Peut-être que ni le Temps, ni le Courrier, ni la marionnette que sera la Tribune de Genève ne pourront survivre sans. C'est tout, mais entre nous, on peut continuer à débattre. Oui, merci. C'est une prise de position, mais on le connaît, tous ces problèmes. On va essayer des solutions. Mais merci pour votre intervention. Il y avait une main qui se levait là. Bonsoir, Marat Chorgorodsky. Monsieur Gonzet, il a parlé de cinéma, mais on a voté la loi Netflix quand même, donc qui oblige maintenant, finalement, si je m'abuse, c'est sur les ventes de billets. Il y a un pourcentage qui va directement au soutien au cinéma. Est-ce que peut-être le Courrier ou d'autres pourraient lancer donc, également une initiative pour qu'on vote là-dessus pour forcer les GAFAM et autres. On peut calculer quand même le chiffre d'affaires qu'ils font, en gros, ça c'est faisable, de payer un pourcentage ça, qui serait... C'est un peu le principe de base du droit voisin, c'est-à-dire... Oui, mais là directement, faire une votation, peut-être une initiative, comme ça s'est fait pour donc cette loi de Netflix pour le cinéma. C'est un peu difficile voilà, au niveau populaire. Au niveau populaire. La loi de Netflix, parce que là, on parle du Parlement, mais je parle d'une votation populaire. Mais le fait de faire payer, c'est vraiment le principe du droit voisin. Oui, absolument, mais je parle une initiative directe. Merci. Angèle-Marie Abiacaré, députée verte au Grand Conseil de Genève. Merci d'organiser cette rencontre qui est essentielle pour les débats publics. Quand je lis les propositions en fait, d'aide, j'ai vraiment l'impression que cette situation, elle ressemble beaucoup à la situation de l'agriculture qui dépend actuellement des paiements directs et d'un subventionnement fédéral. C'est la preuve d'une précarisation d'un métier qui est essentiel. Le droit à l'information était un droit qui semblait être acquis et on voit qu'il est menacé actuellement. Alors oui, notre Grand Conseil traite beaucoup de sujets et de textes qui vont dans ce sens-là. On a parlé du projet de loi socialiste qui a été déposé la semaine passée. J'ai également déposé une motion la semaine passée qui va dans le sens d'une fondation qui est beaucoup plus ouverte à d'autres contributeurs, indépendamment que ce soit public ou privé. Vous parliez justement du fait qu'il fallait avoir une mixité des sources qui est essentielle pour garantir le plus d'indépendance possible. L'une de mes questions, en fait, elle va dans le sens où est-ce que ces grands groupes de presse seraient prêts un jour à lâcher ces titres pour pouvoir permettre en fait une meilleure liberté
de rédaction, d'indépendance financière et oui, éviter de précariser un métier en fait qui est totalement essoré, et il faudrait vraiment trouver une autre alternative. Voilà. Oui. Alors, Joëlle Bertessa, je suis non seulement productrice de films, donc ça me touche aussi particulièrement avec toutes les attaques contre la RTS, et puis élue au conseil municipal, donc en tant que socialiste, candidate l'année prochaine. Je laisserai M. Gomez développer, mais j'étais un peu étonnée en fait par ce que vous nous lanciez aux politiques, parce qu'en fait, la plupart des choses que vous nous demandez sont déjà appliquées en ville de Genève, ce qui m'inquiète un peu, parce que visiblement, ça n'a pas l'air de changer la donne, c'est-à-dire qu'on fait des abonnements pour les jeunes, on essaie dans la mesure du possible de publier les annonces dans vos journaux, on a des aides aux cassettes gratuites, enfin, je ne vais pas énumérer toute la liste, parce qu'Alfonso le fera beaucoup mieux que moi. J'ai une question un tout petit peu provocatrice, ma chère Madeleine Van Olsen. En fait, ce que vous avez, c'est un peu une aide directe. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi vous opposez aux aides directes pour les autres, mais pas pour vous-même. Première chose, puis petite précision pour la Lex Netflix. En fait, Frédéric pourra revenir là-dessus, parce qu'à un moment donné, il avait carrément proposé, donc, pour cette Lex Netflix, soit ils aident les nouvelles productions avec ces 2% d'argent qu'on prend sur les grands groupes, ou alors ça va dans un fonds à Berne. Et je crois que Frédéric Gonzette, à un moment donné, s'était dit, tout cet argent, s'il reste à Berne, pourrait aider les médias. Donc voilà une piste. Voilà une bonne idée. Juste, je vais te passer la parole, Frédéric Gonzette, mais il y avait une personne à côté. Oui, c'était vous. Oui. Oui. Bonjour, merci. Frédéric Singer, député Liberté et Justice sociale. Madame Van Olsen, je vous remercie pour ce que vous avez dit également. Mais j'ai l'impression de vivre dans une forme de belle utopie où on compte beaucoup sur la responsabilité personnelle et sur la responsabilité collective, mais c'est juste impossible de réguler ça. Moi, j'ai juste une question. J'ai entendu ces derniers temps une rumeur qui dirait qu'en 2028, les imprimeries à Genève deviendraient complètement obsolètes et impossibles en fait à continuer et beaucoup trop cher en fait à changer toutes les machines. Et donc, la situation est de plus en plus compromise. Est-ce que c'est une rumeur qui semble avérée ou une simple fantasmagorie? Alors, Merci. On va juste répondre sur Netflix, puis après on revient à Frédéric Gonzette. Là, vous avancez. Voilà. La question, est-ce que Netflix et le pourcentage décidé par les Suisses pourraient financer les médias? Alors, non. Tel que c'est fait, c'est pas pour les médias. Le peuple suisse a décidé d'obliger, effectivement, comme ça a été dit, mais 4% de chiffre d'affaires que font les plateformes, pas seulement Netflix, toutes les plateformes de streaming, tous ceux qui diffusent des films par des voies télévisées, streaming, etc., contribuent à investir. Ils doivent investir, ils gardent leur argent, ils restent propriétaires, mais ils doivent investir dans du cinéma suisse, de l'audiovisuel produit uniquement en le Suisse. cinéma. Et donc là, il n'y a pas la presse. Si, on pourrait dire peut-être la partie audiovisuelle des médias actuels qui sont plus limités à la presse. Mais enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué. On peut pas. Par contre, l'idée même, elle est juste, c'est-à-dire, si on fait une fondation romande des médias, qui pourra peut-être faire une demande à la Fondation internationale dont Olga a parlé, ça, il n'y a pas de problème. On peut aussi faire une demande à Netflix et compagnie. On peut faire une demande à Swisscom aussi. Et à Orange, à Salt et compagnie, parce qu'eux, c'est les grands gagnants de l'affaire, puisqu'ils ont 11 milliards de chiffre d'affaires en Suisse par année. Alors on leur en prend même pas 4, on leur prend 2%. Et avec ces 2%, on a 400 millions par année pour aider les médias. Ça leur fera même pas une petite piqûre d'insectes et on pourra sauver toute la situation. Parce que franchement, on parle trop de petites mesures qui sont très belles et très valeureuses et symboliques, je dirais. Très, très, très bien. Alors, mais il faut 10, 20, 30 millions pour la Suisse romande dans les 3 ans qui viennent. Sinon, on met la clé sous le paillasse. Je vais vous passer la parole. Qui c'est qui veut la prendre? Madeleine, d'abord, vous avez été un petit peu prise à partie. Est-ce que
c'est pas de l'aide directe, mais on dit que c'est indirect, etc. Donc, pour répondre à cette question, merci beaucoup. D'abord, c'est un actionnaire, c'est un propriétaire, donc ce n'est pas une aide directe, mais et puis évidemment que je ne veux pas, comme je l'ai dit, toutes les propositions sont bonnes à prendre. Je donne mon avis et l'avis du temps par rapport à cette question des fonds publics. Donc c'est quand même assez différent. Ensuite, sur la question des initiatives qui existent déjà, elles sont aussi toujours toutes allouées. Pour revenir sur les abonnements, combien d'abonnements ont été pris par le canton, par la ville? Est-ce qu'on a des chiffres? Et c'est vraiment. Et j'amène un autre sujet aussi. Un des enjeux, c'est qu'il y a de la curation, il y a des services de presse, et donc il y a très peu d'abonnements, parce qu'en fait ensuite, c'est ces services de presse internes qui distribuent les contenus qui sont produits par les journaux. Donc, l'argent ne va pas aux médias. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, si vous voulez commencer avec des mesures simples, prenez plus d'abonnements à tous ces médias qui sont là. Vous avez, Madeleine, combien d'abonnements au temps? Non, mais c'est pas... Non, mais il faut parler concrètement. Il y a combien d'abonnements au temps? Et c'est quoi? On parle de quoi? De 1000 abonnements, de 2000, de 3000 que devrait prendre... Mais dans tous les cas, si vous prenez, même on parle de centaines d'abonnements, ça fait une différence. Ces abonnements sont importants, chaque abonnement compte, et ça c'est un des aspects. L'autre aspect que j'amène, c'est est-ce que vous êtes sûr que personne ne partage les logins et les mots de passe? Je m'excuse, j'y vais un peu franchement avec des éléments concrets. Est-ce que c'est vraiment le cas? Moi, je ne suis pas sûre. Donc voilà, on est sur des choses de ce type-là, et de nouveau... Mais ça semble, vous permettez, Madeleine, ça ressemble des petites mesures, alors que le bateau va contre l'iceberg. Je ne sais pas, c'est un peu l'impression, mais je pense qu'il faut l'ensemble, il faut essayer toutes les démarches, mais commençons par des éléments aussi simples que ça, et parce qu'on peut le faire demain. Que dans le fond, oui, vous l'avez dit, c'est un actionnaire Aventinus, donc c'est différent. Philippe Barre. Cette question des abonnements, on l'a mis dans l'appel qu'on propose parce je vais prendre le cas le plus extrême auquel on a été confronté il y a pas mal d'années maintenant, mais un département de l'État de Genève, que je ne citerai pas, a coupé tous ses abonnements et a distribué à tout azimut les logins. Donc un peu en catastrophe, on a dû verrouiller les logins pour dire c'est limité à 3 personnes, etc. On n'était pas outillé pour ça parce qu'on n'a pas un grand service informatique. On a une personne qui est là, mais qui gère ça. Donc ça c'est un vrai problème. Bien sûr, il y a les départements, mais par exemple, dans mon quartier, moi, le dimanche, j'allais lire le matin dimanche, qui existe encore pour l'instant. Il n'est plus. C'est impressionnant. Les journaux disparaissent aussi. Ça va, et c'est très, très rapide. Donc, on a un peu l'impression que par rapport à ce changement, c'est un peu quand même, on veut bien dénoncer tel ou tel département, mais c'est plus fort, c'est plus... Enfin, je sais pas. La question, c'est une question de fond, effectivement. Est-ce qu'on agit au niveau structurel ou est-ce qu'on continue d'agir de manière ponctuelle? Je voulais ajouter encore une chose par rapport aux rédactions et le modèle Cinéforum qui est effectivement quand même, au départ en tout cas, était très axé projet. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est un soutien aux rédactions. D'ailleurs, c'est un des critères d'Aventinus. Parce que le but est d'alimenter la démocratie et les journaux sont aussi une antichambre, comme les partis, comme les ONG, etc., où se cristallisent comme ça les opinions. Et Aventinus, c'est un de ces critères pour dire qu'il faut que ce soit une rédaction et pas un projet, si bon soit-il. Frédéric. Vous avez raison sur le point. Malheureusement, tout ce dont on discute ici ne peut pas sauver la situation rapidement, alors qu'on est dans des montants très importants, qu'on est dans une crise structurelle, qu'il y a un risque de disparition rapide d'un certain nombre de titres. Maintenant, il y a aussi un temps politique, il y a aussi un temps de prise de conscience dans la société. Et si on est optimiste, on va se dire qu'avec l'ensemble de ces mesures et peut-être aussi une prise de conscience des acteurs privés, Aventinus en est un exemple, peut-être qu'il en faudrait d'autres, du rôle que peut jouer la presse dans une société, aussi du point de vue économique.
Pour que l'économie fonctionne, il faut aussi que la société soit stable, qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Et je pense qu'une presse vivante contribue à cette stabilité, mais les acteurs économiques n'en ont pas encore tout à fait conscience. Est-ce qu'on arrivera, est-ce qu'on arrivera à régler ça assez vite avant la disparition? C'est une vraie question. Peut-être qu'on va parfaitement disparaître et que la majorité des gens qui détestent les médias, ou beaucoup d'entre eux qui détestent les médias, ou qui nous disent, ça c'est aussi un problème, oui mais il existe déjà l'aide publique, c'est la SSR, c'est la redevance, pourquoi on devrait aussi en donner d'autres? Ce qui pose la question, pourquoi est-ce que la redevance aujourd'hui, qui n'a plus de justification technique, ne va que à la SSR et pas à l'ensemble des médias? C'est une vraie question aussi. C'est une course contre la montre et je ne sais pas qui va la gagner. Cette question, Alberto Ticulin, cette question, pourquoi la redevance qui est une vraie aide publique, là, pour le coup, est-ce que c'est uniquement à la SSR? Vous la posez à un press'homme? C'est une bonne question. Il marche? Est-ce que la redevance, est-ce que la redevance pourrait être partagée? C'est ce que vous voulez dire, Frédéric? Il y a des radios. Oui, il y a des radios, des télévisions, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui une radio et une télévision? Là, on est sur le web, vous pouvez aller voir toutes les informations importantes de Suisse romande sur le site de la RTS gratuitement. C'est une concurrence qui nous est faite, qui est directe et qui est financée par l'impôt. Je vais parler en tant que 20 minutes, pas en tant qu'impressionnant. Cette fois, je vais profiter. Je vais profiter. Changer de casquette, là. Là, je change de casquette, mais honnêtement, donner une redevance à un média comme 20 minutes ou à ta média, ça me semblerait être, et là je parle en tant qu'impressionnant, mais en tant que journaliste, assez grossier de me dire que l'argent public finance un groupe privé qui gagne des millions, ça serait... Mais TX Scoop, par exemple, quand ils ont la Tribune de Genève, vous l'avez dit, a des pages culturelles qui fait vivre tout un écosystème qui, si elles disparaissent, il y a des comédiens qui perdent leur... C'est aussi du service public, non? Oui. Bon, la Tribune de Genève, j'ai balancé avant un nom d'une personnalité connue de MSC, qui pourrait être quelqu'un qui pourrait être intéressé peut-être à acheter la Tribune de Genève. Mais Madeleine von Holtzen, sur cette question, qu'est-ce que la redevance, qu'est-ce que le service public? Est-ce que vous estimez faire du service public aujourd'hui autant? Ah ouais, je prends celui-là. Je pense qu'on compte. Alors, je pense que tous les médias contribuent. Vous voulez dire quelque chose là-dessus? Je pense que tous les médias contribuent au débat public qui se déroule dans l'espace public. Et en ce sens-là, oui, mais pas plus le temps que mais est-ce que vous avez, ça ferait partie de vos revendications que la redevance soit comme ancienne de la RTS? Qu'est-ce que vous dites? Non, ouais. Non, je pense que c'est important de garder un service public fort et que la discussion, elle doit porter plutôt sur d'autres aspects, sur les aspects qui sont liés au web, par exemple. Donc la concurrence de la SSR par rapport au web que vous évoquez, où dans le fond, on lit aujourd'hui la RTS. C'est ce que dit TX Group. Philippe Bach. Je rebondis un peu là-dessus. C'est vrai que c'est un problème. En France, par exemple, sur les sites des télévisions, la part écrite, elle est vraiment réduite à la partie congrue. Donc, visiblement, il y a des obstacles qui sont mis à ça parce que c'est jugé comme étant une sorte de concurrence déloyale, une distorsion de concurrence, pour utiliser un terme libéral. Et donc là, il y a la question a bugué au moment où la SSR a voulu mettre de la pub là-dessus. Donc là, les éditeurs ont dit non, ça ne va pas, on est déjà asséché là-dessus. Si vous commencez à capter de la pub, ce qui est du côté de la SSR, c'est compréhensible. Hein. Ils ont perdu de la pub, ils essayent de trouver des solutions aussi. Mais c'est un vrai problème. Au-delà de la SSR, le problème, c'est la gratuité, quelque part. Les grands éditeurs ont scié aussi en partie la branche sur laquelle ils étaient assises. Mais bon. Moi, j'ai déjà une petite réponse à faire là, au niveau de la vente éventuelle de la tribune. On est entre les mains d'un privé qui, de toute façon, pour l'heure, ne veut pas vendre. C'est encore très, très clair. Ne veut pas d'aide publique. On est un peu dans la même, dans la même logique, d'ailleurs, que le temps. Hein. C'est un modèle encore, entre guillemets, old-fashioned. Le temps presse, il va peut-être falloir changer, mais pour l'instant, ils ne veulent pas d'aide publique. Et puis, on continue à avancer avec un système fait de publicité en espérant gagner toujours plus de lecteurs.
Ça, c'est la notion idéale. Or, excuse-moi, chère Madeleine, je te vois là aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que ce modèle, en tout cas au niveau du financement, il devient de plus en plus difficile à tenir. C'est vrai que si vous n'aviez pas ce soutien d'une grande fondation, le temps n'existerait plus aujourd'hui, peut-être. Que nous, enfin, je ne vais pas te demander combien perd le titre actuellement. Moi, je ne vais pas dévoiler non plus notre situation économique, mais c'est vrai qu'à la décharge des éditeurs, qui font certainement pas totalement bien le travail, mais qui ont encore les moyens de faire tenir des titres, c'est les seuls qui peuvent le faire aujourd'hui. À leur décharge, c'est vrai qu'on perd beaucoup. Il y a une responsabilité collective. On voit que c'est vrai, on est tous très jeunes d'esprit dans cette salle. J'en suis convaincue, on aime la presse, il y a déjà quelque chose de fort qui nous réunit. Donc je vous remercie pour ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans cette audience. Et là, il y a un vrai problème. Je pense qu'il y a une vraie responsabilité collective. On n'a pas su aller puiser au-delà. C'est vrai ce que disait Philippe. À mon époque aussi, on ne commençait pas à lire. Si on était très intéressé, on démarrait vers 18 ans. Donc de toute façon, ce n'est pas très nouveau. Mais on sent qu'il y a un désenchantement de la jeunesse et qu'ils sont plus très intéressés par le modèle qu'on leur propose. Alors je pense, là je rejoins le monsieur qui défend excusez-moi j'ai oublié votre nom, la fondation Type Cinéma. Frédéric Ganzet. Je pense qu'il y a une vraie urgence. Moi en tout cas je parle de ce que j'ai dans mon rédaction, des jeunes, par contre là il y a beaucoup de jeunes qui viennent de qualité, on forme encore des excellents journalistes qui ont envie de pratiquer ce journalisme. Je pense que la démocratie en a besoin, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, donc moi il me reste peu de temps à travailler. On fait partie de cette génération. Donc moi, j'ai vraiment envie de penser, d'être positive par rapport à tous ces jeunes. Là, il y a des journalistes, des jeunes qui sont là, à côté de moi, dans cette audience. Ils ont des qualités. Et je pense qu'il y a de l'avenir. Je pense qu'il faut urgemment que tout le monde s'entende. La ville, on va pas taper sur la ville là, qui s'échange des codes. Moi, il y a pour te dire, mon dentiste qui gagne bien plus que moi me demande le code régulièrement, la tribune. Donc on en est là. Non, mais on en est là. C'est grave. Mais c'est vrai que je pense qu'on est quand même dans une phase, heureusement, de responsabilisation. Moi, je trouve, merci à Philippe et à son équipe de convoquer des réflexions comme ça. L'association des journalistes Genevois aussi tente de faire des choses aujourd'hui. Et je pense qu'il y a vraiment urgence. Et il faut régler ces petits problèmes entre la ville et nous, entre l'État et nous. On le fait au quotidien. Il faut inciter les jeunes et le public d'ailleurs aussi à acheter des journaux, à nous suivre. Le problème, c'est que c'est très cher aussi. Je pense que la réalité, c'est qu'il faudrait baisser le prix des abonnements aujourd'hui. Avec la hausse des caisses maladie, avec la hausse des impôts. Enfin, je ne vous fais pas un dessin, tout le monde est au fait là-dessus. Donc on est dans une logique où on s'écartèle de plus en plus. Et je pense que la fondation, quand même, une fondation, après, il faudra voir comment on aide, qui est vraiment journaliste, sous quels critères on décide qu'on finance tel ou tel journal. Ça, c'est un autre problème. Mais voilà, je pense sincèrement que c'est quand même une vraie responsabilité collective. Et puis que moi, je veux croire en l'avenir du journal, du journalisme. Voilà, et je pense qu'il faut vraiment avoir cette pensée pour les jeunes qui ont vraiment de l'envie et qui sont motivés pour cette forme de préservation de la démocratie aussi. On ne va pas devenir comme les Américains quand même, non ? Je veux priver personne. Il y avait juste une main qui c'est presque une conclusion, Laurence, mais il y a eu d'autres mains. Mais je vous signale que on m'avait dit 7h30, il y a un petit verret, une collation, et après ça continue. Donc il ne faut pas tout épuiser. Rapidement, je vous demanderai de ne pas être très très long. On va conclure et puis on va renvoyer le tout au prochain débat. Merci. Je m'appelle Nicolas Grand, donc je suis directeur projet développement chez Attar. Et je voulais juste rassurer Philippe Bach, on n'a pas l'intention de fermer la rotative en 2028. Je serais curieux de savoir qui propage ce genre de rumeurs. Elles sont jamais... C'est les journaux. C'est les journaux. Non, je plaisante. Alors, peut-être, voilà, c'est peut-être un problème. Il faudrait vérifier les informations. Il faut séparer déjà l'imprimerie de la rotative. La rotative, c'est un outil, on en a d'autres. Donc voilà, c'était juste... Voilà, deux nouvelles rassurantes pour terminer. Le cri de cœur de Laurence Bézaguet et l'imprimerie qui ne va pas fermer. Est-ce que je vous prive de quelque chose ? On renvoie au prochain débat. En tout cas, merci beaucoup et on est solidaires en tout cas. Merci.